J'ai découvert le groupe People in Planes entre septembre 2022 et juillet 2023, probablement lors d'un shuffle Spotify ou d'une recommandation YouTube qui s'est jouée toute seule. La première musique que j'ai connue, c'est Pretty Buildings. Et comme j'ai tendance à trop le faire malheureusement dans ce genre de cas, j'ai pas cherché plus loin. Parfois on s'empêche de faire des choses par peur de la déception, mais on rate de belles découvertes. Dans ce cas-là, pour moi, d'apprécier de potentielles pépites musicales. Mais heureusement, en septembre 2024, donc 2 ans après, j'ai très vite fait et bien fait de rattraper la donne. Pour une fois, je me souviens très bien de comment ça s'est passé. J'attendais le bus qui allait me mener au travail comme chaque matin, et j'ai repensé à cette fameuse Pretty Buildings que j'adorais vraiment. Je l'ai donc lancée sur mon application de musique, qui depuis la mise à jour horrible ne me permet plus que la lecture de shorts, et une autre de leurs musiques les plus populaires s'est lancée après celle-là, Falling on the Wayside. Et là enfin je me suis dit, s'il y a 2 musiques qui me plaisent d'un même artiste, peut-être que ça vaut le coup de creuser davantage, non ? Car en fait, pour aller plus en détail, ça arrive et c'est vraiment pas rare qu'il n'y ait qu'une seule musique sur toute la discographie d'un artiste qui m'intéresse et que j'apprécie. En rentrant chez moi, je me suis donc décidé à écouter toute leur discographie. Et là alors, il s'est passé quelque chose de magique. J'ai adoré quasiment tous leurs sons. Mais pas seulement aimé ou apprécié, vraiment adoré. Mes chers peu de gens, je vous remercie d'être là pour ma 2e découverte musicale et je vous invite à monter dans l'avion faire un merveilleux voyage sonore qu'a à nous offrir le groupe du jour. Bon, même si au vu de leur courte carrière, le voyage s'apparente plus à un Lyon-Marseille qu'autre chose. Tout commence à Port Call, au Pays de Galles, une ville décrite comme calme et sécurisée mais plutôt ennuyante. Dans une école primaire, un garçon de 9 ans lance accidentellement une balle de tennis en plein visage de son camarade. Et c'est ainsi que Peter Roberts et Gareth Jones se rencontrent et deviennent amis. À l'adolescence, ils écoutent tous les deux I Shoot Coco de Supergrass et c'est là qu'ils se sentent inspirés à créer leur propre groupe. Il n'était pas très différent de nous en termes d'âge, donc on pouvait vraiment s'identifier à ce qu'il faisait. Les premières graines de ce que nous sommes devenus ont été semées grâce à ce disque. Gareth nous parle un peu plus de son background musical. Mes parents font de la musique, ma mère est pianiste et mon père chante. Ils sont vachement présents dans les chorales du Pays de Galles. Avant de nous rencontrer, on jouait tous déjà à droite à gauche. Pour ce qui est de l'écriture, j'ai commencé jeune puis ça s'est développé. Je suis pas aussi productif que Pete qui écrit la plupart de nos chansons. Il n'a pas eu de famille dans la musique excepté son frère qui jouait dans un groupe comme le mien. Le duo a été rejoint par le bassiste Chris Blight et le batteur John Maloney, qu'ils ont rencontrés lors d'un petit concert local d'Owen Money. Ils se sont retrouvés réunis grâce à leur affection pour la musique de Neil Young, Dylan, Pink Floyd et Beck, et aussi avec l'envie de faire de la musique loin de leur quotidien. C'est avec ces 4 loustiques-là qu'on va pouvoir découvrir les débuts de leur carrière musicale. Ils se sont déplacés à la capitale du Pays de Galles, Cardiff, décrivant cette ville comme impressionnante en matière de culture tout en restant compacte, contrairement à Londres qu'ils trouvent trop peuplée et urbaine. Mais du coup, ils jouent quoi comme genre musical ? En tant que groupe, on essaye de jouer un mélange contemporain de rock, tout en ajoutant des touches chaleureuses d'instruments rétro et quelques bidouillages à l'ordi. C'est du rock alternatif au sens large, mais il y a beaucoup d'attention aux détails et des sons atmosphériques et tout ça. Mais c'est que la cerise sur le gâteau. Il y a des guitares, des claviers, de la basse et de la batterie. Alors le genre musical, c'est indiscutablement du rock, mais certains ajoutent des nuances comme des racines de jazz, classique, et les gens, dont je fais partie, apprécient le fait que Pete et Gareth écrivent leurs propres paroles, qui explorent les domaines des émotions, des relations, de l'existence humaine à l'ère moderne. Une ère effrayante, c'est qui en fait une ère intrigante. Toujours en restant proche des labels indépendants et en favorisant ceux-ci comme valeur. Le groupe salue parmi d'autres noms Biffy Clyro, Jar Crew, The Bees, The Edible 5 Feet Smith et Fort Ted. Le groupe se lance officiellement sous le nom de Robots in the Sky en 1998, avec les 4 membres principaux, Gareth, Pete, Chris et John, qui ont alors tous entre 16 et 19 ans. En 2000, ils sortent leur premier album, un vinyle rouge 7 pouces avec 2 titres, ETA et Muriel's Motorhome. Seulement 500 copies du disque ont été réalisées, c'était d'ailleurs la première sortie sous le label de Complete Control Music de Cardiff. Ça a attiré l'attention du tout nouveau sous-label Demi Chrysalis, Wishakismo, et le groupe s'est vu proposer un contrat. Craignant des répercussions juridiques de la part d'autres groupes portant des noms similaires, notamment Robots in Disguise, le premier changement de nom a été mis en œuvre et Robots in the Sky est devenu Tetra Splendor. C'est la traduction anglaise d'un quatuor de jazz espagnol Cuatro Esplendido. Après avoir signé avec Wishakismo, le groupe s'est rendu au studio Audiozone, toujours à Cardiff, pour commencer l'enregistrement de son premier album, Splendid Animation, à l'exception du morceau Pollen Fever qui a été enregistré et mixé au studio Jacobs dans le Surrey. Au cours de leur brève période sous le nom de Tetra Splendor, ils ont fait des tournées avec Fun Lovin' Criminals, Biffy Clyro et Miss Black America, entre autres, et ont joué au célèbre Reading Festival en 2002. Je sais toujours pas qui sont ces gens ni ce festival. Le 9 avril 2001, ils sortent leur premier single sous le nom de Tetra Splendor, Mr. Bishi, sur CD et vinyle dont seulement 500 exemplaires ont été fabriqués. Il reçoit des critiques positives et est, soit dit en passant, la première sortie de Wishakismo.
Le 1er octobre 2001, le groupe sort son deuxième single, Derail, sur CD et vinyle blanc. À l'approche de la sortie de l'album, le groupe est promu de Wisha Kismo au roster principal Demi Chrysalis. Sur ce label, ils sortent leur dernier single, Pollen Fever. Ce sera la seule sortie de Tetra Splendor à être soutenue par une vidéo qui a reçu une diffusion limitée et une tournée dédiée. Le 20 mai 2002, le premier album du groupe, Splendid Animation, est sorti au complet et 2 mois plus tard, ils signent officiellement les papiers de droit. L'album a reçu des critiques mitigées de la part de la presse rock et de nombreux désaccords ont surgi, principalement sur les comparaisons avec Radiohead et sur la question de savoir si leur non-sens jazzy sinueux était une bonne chose ou non. Cependant, le consensus général était que le groupe avait du potentiel et Emi Chrysalis leur a permis de retourner en studio. Alors qu'ils enregistraient de nouveaux morceaux, Emi a fait l'objet d'un changement de direction, ce qui a conduit au dropping de nombreux groupes de leurs anciens contrats, y compris Tetra Splendor. À l'époque, on se sentait comme des rockstars, mais on finit par se rendre compte qu'on ne peut faire confiance à personne. Bon, penchons-nous un peu sur la tracklist de Tetra Splendor. Honnêtement, au début, j'avais pas du tout accroché comme j'avais découvert Peep en premier. Ça a fait un peu l'effet downgrade, mais au final, il y a quelques musiques que j'aime vraiment beaucoup. Faut savoir qu'il y a des sons cachés sur les phases B et qui sont donc pas considérés comme faisant partie de l'album à part entière, ils sont plus comme des espèces de bonus. Voici donc la tracklist avec les musiques des phases B qui sont heureusement disponibles sur YouTube. Je vais parler des plus connus et de mes préférés. Global Village est une chanson qui fait très Pete dans son ton cynique et pessimiste. On est à la recherche de la paix tout en se noyant dans un univers en perpétuelle autodestruction et en stagnant toujours à la surface face aux problèmes plus profonds. ETA parle du sentiment d'anxiété qu'on peut ressentir en cherchant un sens à sa vie dans un monde chaotique, ambigu et accablant où on n'a pas toujours de guide. Les dernières lignes transmettent le vrai désespoir d'une envie de soutien, de trouver une sortie. Je trouve le titre trop cool car ça veut dire temps d'arrivée estimée, ce qui représente l'impatience, la stagnation, tout en utilisant toujours l'imagerie du voyage aérien. Pollen Fever. Alors, en tant que personne allergique au pollen, je trouve cette musique satisfaisante en plus d'être ultra catchy et d'avoir sa propre vidéo promo. Dans cette chanson, le pollen fait office de métaphore pour quelque chose de désagréable dont on n'arrive pas à se débarrasser. Pour aller plus loin, quelque chose de saisonnier par exemple comme un état dépressif. Le protagoniste se sent en détresse et restreint même si physiquement rien ne le retient. Il doit avancer malgré tout, se prenant même des panneaux et des obstacles en pleine tronche, en ayant donc sa vue et son état fortement altéré, donc étant moins fonctionnel. Dans l'ensemble, ça exprime la frustration et la galère. CFCs. Le titre vient probablement encore du monde de l'aéroport où cet acronyme veut dire Customer Facility Charge qui sont en gros les frais d'utilisation. La chanson est étrangement un peu moins vague que les autres. On s'imagine dans une relation ou situation où se mélangent la culpabilité, la frustration et le désir d'une connexion sans filtre. Il y a clairement une dynamique toxique entre les deux personnages avec des allusions à des émotions intenses et des poids partagés et non résolus. Il y a une espèce de dichotomie palpable entre le désir brut et la tension émotionnelle étouffante et on revient à peu près au même thème de la paix étouffée par des éclipses d'état d'âme divers et variés. Malheureusement, Peep a aussi quelques lost media et ce qui m'a étonné c'est que presque personne, du peu de fans actifs restants, ne l'a relevé. J'en parlerai plus en détail plus tard, mais pour cet album, la source est plus incertaine. C'est un fan de l'époque qui dit « Ils ont joué leur chanson Bossa Nova, c'était trop bien en live ». Donc soit c'est un troll, c'est possible même pour l'époque, soit c'est une chanson mal comprise, soit c'est un lost media. À savoir que j'ai essayé de contacter les labels et les anciens musiciens et que pour l'instant, pas de news. En 2003, alors qu'ils venaient d'être drop par leur ancien label, les 4 musiciens concoctaient déjà quelque chose. Ayant toujours en tête le monde des cieux et de l'aviation, les membres ont choisi le nom du groupe car ils savaient qu'il évoquait leur univers moderne et humain, avec une portée mondiale et un sens du transit et de l'aventure. Et toujours la même vibe mélodique aérienne que dégage leur création. Bon, eux ils disent plutôt qu'ils ont gardé le moins pourri du brainstorming. Ils ont également engagé leur 5e membre, Ian Russell, le claviériste, bien qu'apparemment il n'a pas travaillé sur l'album, seulement sur les lives. Ils ont enregistré un nouvel album au Mono Valley Studio de Wales avec le producteur Sam Williams, qui a ni plus ni moins produit l'album de Supergrass. Mais si vous savez, le groupe que les deux écoutaient dans leur chambre quand ils étaient ados. Ils y ont recyclé 2-3 bricoles qui n'avaient pas été publiées pendant Tetra Splendor. Ils ont fait confiance à Williams pour les arrangements et ça s'est bien passé des deux côtés. Williams a proposé que Gareth soit le frontman et a suggéré Ian en tant que claviériste, même s'il le connaissait déjà comme c'est un ancien camarade d'école des gars. Ils ont travaillé sur un album pilote, celui-là en rose, designé par Airside. Airside, c'est quoi ça? C'était une agence londonienne spécialisée dans l'illustration vectorielle, l'animation et le business media en gros. J'aime beaucoup leur taf sur les pochettes, ça rappelle d'ailleurs un peu les jeux indés au vecteur. Bon, malheureusement, ils ont fermé en 2012.
Ils ont choisi ce design pour leur fameux site. Hey, regardez, notre site est enfin là. Pour vous remercier de votre patience, vous pouvez télécharger 2 nouveaux sons sur la page téléchargement, In Video Color et Baby Cart. Vous pouvez les partager et faire passer le mot. On va bientôt communiquer nos futures dates de concert, du merch et tout. À cette époque, Pete continue d'être en roue libre et fidèle à ses paroles cyniques et nihilistes en disant ceci. Je fais exprès de prendre un ton controversé. Après tout, le mariage entre la science et le capitalisme a créé notre monde moderne. Nous sommes faibles. Y a rien qui m'afflige plus que la destruction de nos campagnes et la montée des océans. Le truc positif qui arriverait dans ce cas, c'est qu'on serait tous en mode survie et enfin on rencontrerait un bref état d'unité et d'égalité sociale. Personne pour débattre de ci et de là, on serait tous à ramer en essayant de survivre. On devrait arrêter d'être des putains d'égoïstes et prier qu'une épidémie mortelle ou qu'un météore rase la moitié de la population, et seulement là, on aura de la chance. Notre groupe est principalement préoccupé par l'idée de vivre pour voir le lendemain. Merci si vous en avez quelque chose à faire. Au fait, j'ai rencontré Tom York, mais j'étais trop bourré pour m'en souvenir. Autour de fin 2004, ils ont sorti leur premier single, Talking Head, une autre sortie limitée réalisée en 1000 exemplaires, qui a été publiée au Royaume-Uni en avril 2005 par Trigger Industries. Il comprenait 2 titres inédits de Tetra Splendor en phase B, Remember Sammy Jenks et Clock Patience. Oh, arrêtez avec les phases B, le concept est sympa et mystérieux, mais franchement c'est pas facile pour les recherches, au secours quoi. Et était accompagné d'un clip vidéo qui a de nouveau reçu une diffusion limitée. Il passait à la télé, à la radio et tout sur l'émission MTV2 120 minutes. La chanson Light for the Dead Vine a même figuré dans un fanzine musical du nom de Dirty Zine Pedestrian 01. C'est autour de cette époque que la hype grimpait et que la communauté était la plus présente sur le chat du blog. Il commençait également à faire du bruit sur l'autre continent anglophone, notamment en faisant partie de la playlist diffusée sur la radio Spin, qui a participé à la hype et l'envie pour les fans de les voir jouer chez eux. Le 24 janvier, ils ont pris l'avion pour leur premier concert en Amérique au Mercury Lounge de New York. Ça a valu à la presse de belles occasions de faire des blagues du style « People in planes ». Un peu comme sur les émissions de télé françaises, les musiciens étaient aussi soumis à un système de vote de la part du public qui favorisait l'engagement autour d'eux. En mars, au festival South by Southwest, abrégé en SXSW, de 2005 à Austin au Texas, ils ont fait une sacrée impression si on en croit les messages de l'époque. Where are we, Pete? Hippie commune to do a little show for South by Southwest. Ils rencontrent Jeff Klein avec qui ils partent en tournée en juin 2005. La chronique d'Austin a fait une section sur le SXSW en les recommandant aux USA. Ils viennent accompagnés de Jamie Cullum tout droit du Royaume-Uni. Et oui, leur musique pop-rock aux airs rétro est aussi bonne que ça. Et tellement bonne qu'on leur a demandé de rejouer le samedi suivant en plus. Ils vont être influents ici, je veux dire, regardez tout l'intérêt qu'ils ont suscité après un simple festival au Texas. Un fan particulièrement actif s'était attitré de parler d'eux et de s'investir dans leur carrière, tellement que j'ai cru que c'était John ou Jones alors que pas du tout. Et Pip en était très content. Merci à Joe d'avoir rendu la vidéo accessible en ligne. Continuez de voter sur MTV2 s'il vous plaît. Merci à tous ceux qui nous partagent. On a hâte de vous voir, que ce soit au Royaume-Uni ou en Amérique. Ils ont joué accompagnés d'artistes aussi divers que Cooper Temple Close, The Vines et Jamie Cullum. Et lui je le connais, il fait régulièrement des concerts dans ma ville. Peu de temps après, ils sont approchés par le label new-yorkais Wind Up Records, le plus gros label de musique indépendant du monde à l'époque, qui a produit Evanescence, Caesar, Drowning Pool, des petits groupes garage pas très connus. Les propriétaires, le couple Meltzer, les avaient dans le collimateur depuis leur travail avec Williams. Ils signent un contrat en mai. La chanson Talking Heads a été renommée If You Talk Too Much, My Head Will Explode par le label qui pensait que l'appeler par la ligne du refrain la rendrait plus identifiable à la radio. À force d'être diffusée, elle a atteint les oreilles ébahies et enthousiastes d'une star hollywoodienne. C'est ainsi que le groupe se retrouve le 20 décembre 2005 à l'aéroport d'Ontario, en Californie, dirigé par Joaquin Phoenix, ni plus ni moins, pour quelques semaines de tournage. GG. Le mouvement et le rythme du son m'ont inspiré les premières idées concernant les images. J'ai commencé à me renseigner sur les aéroports, puis je suis tombé sur quelques photos d'un photographe d'architecture japonais. J'ai vu des images d'aéroports en ton bleu et jaune. J'ai adoré l'idée de combiner des couleurs et de renforcer cet aspect métallique du lieu. Concernant le groupe, ils étaient tous autant impressionnés par l'interprétation visuelle de leurs chansons. À la seconde même, après avoir lu la synthèse de Joaquin pour notre son, on a su qu'il avait tout compris. C'est pas juste un super acteur, c'est aussi un directeur génial qui a une bonne vision de comment fusionner la musique et un visuel pour créer quelque chose de nouveau. La presse continue d'avoir un regard positif sur eux. Decoy décrit Talk Too Much comme un morceau de rock moderne presque parfait et époustouflant.
rien que ça. As Far As The Eye Can See, dont le titre était spéculatif depuis 2003, est sorti au complet le 28 mars 2006. If You Talk Too Much atteint la 33e place du classement Billboard Modern Rock américain et est également qualifié de premier éclat de génie. Le groupe réorganise une tournée aux États-Unis en ouverture de Blue October en 2006, suivi de The Bravery, VHS et The International Noise Conspiracy. Ils ont aussi publié un EP acoustique de 4 de leurs chansons, et c'est le drame. Cette coquille m'a fait rire car sur toutes les plateformes, ils ont inversé le titre de Falling by the Wayside et For Miles Around. Au compte-gouttes, ils commencent à poster des sons de leur nouvel album. Instantly Gratified apparaît sur la bande originale du film John Tucker Must Die de 2006, et ont également eu une apparition dans le film eux-mêmes apparemment, et dans la série Les 4400. En Amérique, ils continuent de faire parler d'eux en enchaînant les festivals comme le CMJ. Ils font une apparition dans le Late Night with Conan O'Brien le 17 mai 2006 et le Jimmy Kimmel Live. Ils ont lancé leur chaîne YouTube en juin où ils postent de courts-métrages un peu cryptiques aux allures de vlogs et des vidéos live. Le groupe est resté aux États-Unis jusqu'en 2006, date à laquelle ils sont rentrés chez eux pour travailler sur leur deuxième album. En ce moment, je vis pas très loin de Port Call. Pete, lui, a déménagé à New York et John vit à Bristol. Chris et Ian réfléchissent à l'idée de déménager à New York aussi, je crois. On remet parfois le sujet sur la table pour être tous à New York. Même si c'est facile de voyager, on se dit que ce serait pratique d'être dans la ville de notre label. Tout a l'air de se passer à New York pour nous. Je sais pas à quel point cette logique marche ou non. En 2008, la chanson Pretty Buildings, la première que j'ai découvert d'eux donc, a droit à sa promo sur un jeu en ligne qui s'appelle Metro Siberia. Je ne sais pas comment jouer à ce jeu. One Man Army 85 de Reddit nous livre un témoignage. Avant, j'étais employé dans la rue pour Wind Up Records à Toronto. J'ai promu leurs 2 albums, on parlait beaucoup d'eux ici. Je les ai rencontrés 2 fois lorsqu'ils sont venus. C'est dommage qu'ils aient pas continué parce qu'ils étaient fantastiques et probablement le groupe de gars le plus amical que j'ai rencontré. En mai 2008, ils continuaient tranquillement leur tournée et va-et-vient entre les 2 continents. On fait quelques concerts acoustiques au Royaume-Uni, des travaux avec des agents, puis on ira à Los Angeles à la Viper Room, où on n'a encore jamais posé les pieds et qui est gravé dans l'histoire. C'est pas là que River Phoenix est mort d'ailleurs ? Oui, le grand frère de Joaquin Phoenix. De là, on ira à Vancouver, c'est ma ville préférée. J'ai hâte de retourner au Canada. Lors d'un interview, un journaliste lui demande davantage d'infos sur son processus créatif. Écrire un son peut arriver de plusieurs manières. Si Pete écrit, ce sera un truc entraînant et un peu outrageux. Après, les musiciens remplissent le reste et moi je m'assois au piano. La créativité, ça arrive d'un coup parfois. Tu canalises l'émotion de ce que tu joues et ça devient une étincelle spontanée. T'as l'impression de faire une incantation et alors tu arrives à faire un truc que t'aimes vraiment. Tu peux jouer la même séquence d'accords à 2 occasions différentes et à un moment donné, ça peut être la meilleure chose au monde et l'autre non. La seule condition que j'exige pour être créatif, c'est que ce soit ma propre création. Par exemple, pour Pretty Buildings, on a fait moite-moite. De mon côté, j'ai écrit les vers du piano. J'essayais d'imaginer l'histoire d'une fille de manière fluide et volatile. Ça a une connotation de relation et évoque comme une sorte de voyage. Nos musiques sont moins terre à terre et plus personnelles. On est des gars joyeux et équilibrés, mais on a tendance à écrire en mineur. Je sais pas trop pourquoi. On devrait peut-être devenir un peu plus sombre, ça reflèterait ce qu'on écrit. Je suppose qu'on canalise la misère. Au niveau de l'inspi extérieur, Pete, c'est Beck et le nouveau album de Black Keys. Pour nous 5, Biffy Clyro, un groupe de Glasgow. En ce moment, j'écoute Park Avenue de Plants and Animals. J'ai vu l'album sur iTunes, j'étais vraiment fan de Neil Young et il y a des éléments de lui dedans. Il y a aussi une vraie ambiance hippie, je l'adore, c'est un album incroyable. Les groupes pendant leur tournée s'assoient dans un van et voient défiler des films et on n'y échappe pas. J'aime There Will Be Blood et Qui a peur de Virginia Woolf. Ce que tu penses et ressens du monde se transmet dans tes paroles et ta musique. En ce moment, les temps sont un peu merdiques, pas vrai ? L'Amérique est hors de contrôle, l'Angleterre pas mieux. On ressent et retranscrit cette inquiétude. Si on voulait pas être inquiet, faudrait être complètement ignorant. Même l'environnement est assez mauvais, les guerres nucléaires, la disparité, le pétrole, la guerre au Moyen-Orient, c'est terrible. Il nous livre aussi une petite nouvelle. Je viens d'avoir un petit garçon et ça fait du bien de revenir au Pays de Galles. C'est un bon endroit pour avoir une vie de famille pépère. Comme on a grandi ici, on a un sentiment de communauté. C'est peut-être un luxe dont bénéficient les gens de l'Ouest aux dépens des autres, mais on a la sécurité. On a de la chance, mais quand t'as des enfants, tu peux pas ne pas te soucier du fait qu'ils vont grandir dans un monde merdique. Le 23 juin 2008, ils ont enfin concrétisé leur projet et sont devenus résidents à New York. Ils ont également annoncé le gagnant de leur concours de reprise et ont joué une version de la chanson Man Eater de Hall & Oates. À la télé, le morceau Light for the Dead Vine a été présenté dans l'avant-dernière scène de Wilson's Heart, la finale de Dr House. Il est temps de parler maintenant de quelques-unes de ces musiques qui sont de vraies petites pépites. Remember Sammy Jenks, la chanson bonus est une de mes préférées. Ça pourrait être une référence au personnage de Sammy Jenkins du film Memento, sorti en 2000. La chanson parle de lutte pour ne pas se faire oublier et pour soi-même se souvenir de choses, donc le thème principal c'est comme le film l'amnésie.
Barracuda est incroyable et super catchy, mais franchement, bon courage pour essayer d'y trouver un sens. On peut y interpréter le fait d'avoir des actions risquées dans un monde chaotique et imprévisible. La fameuse If You Talk Too Much est sur un schéma de rupture, mais parle aussi du fait d'être surstimulé et accablé et d'avoir besoin de calme et d'espace. Moth parle d'autodestruction, de déni et des conséquences de ses actions. J'adore les paroles désabusées. Bah alors, où tu vas comme ça? Reviens et termine-moi. Falling by the Wayside parce qu'elle a quand même eu droit à son clip Vevo sur les 4 de leur carrière tout entière, et que c'est la deuxième que j'ai découvert. Elle est quand même assez vague et répétitive et je pense qu'elle parle du fait de s'abandonner à des sentiments. Ok les gars, alors je suis tombé sur Discogs et j'ai tout de suite remarqué un truc qui clochait au niveau des musiques. J'ai fait tout un bazar de reconstitution là en reliant les sons avec leur nouveau nom et j'ai remarqué qu'il en restait 2 non élucidés. Le site nous informe, Dieu merci, des modifications, et du coup la 9ème, Shutter Speed, et la version dissociée de If You Talk Too Much, la 3, Incidental. Avec un fan, on s'est dit que c'était soit un son qui avait été fusionné mais qui n'a pas été mentionné, soit tout bonnement, malheureusement, un lost media. Il avait essayé de contacter Pete qui lui a dit « Ok, je vais me pencher sur ça ». Et il n'a plus aucune réponse. Beyond the Horizon est publié le 9 septembre 2008, au plus grand plaisir des fans qui ont pu les écouter en live et qui les ont maintenant sur album de manière plus officielle. Notre nouveau projet a été enregistré avec 4 producteurs différents dans 6 studios du Pays de Galles, Angleterre et Amérique. On a mis toutes nos âmes dedans. On avait déjà eu droit à Mayday et les clips de Pretty Buildings en Navi et Last Man Standing en été 2008. On ressent cette envie dont il parlait de manière récurrente de faire quelque chose d'un peu plus divers. Par exemple, je ressens un petit côté western dans Last Man Standing. Les premières séances avec Rain Maida, le leader de Our Lady Peace, ont fourni les éléments de base créatifs qui ont conduit aux séances avec les collaborateurs de Queens of the Stone Age, Eleven, le producteur de Panic at the Disco, Matt Squire, et enfin le producteur de Dove's Massive Attack, Dan Austin, qui était un ami de longue date du groupe avec qui ils ont travaillé ensemble sous le nom de Tetra Splendor et sur les premières démos de ce qui allait devenir As Far As the Eye Can See. Ce retour à l'enregistrement au Royaume-Uni s'est avéré être la clé pour réunir les influences très diverses qu'ils avaient captées lors des sessions américaines et finalement fourni le cadre, la chambre de Pete, pour donner un sens à tout ça, et pour un triomphe dans l'art illusoire de faire des disques de rock dans un environnement de home studio. En mars-avril, ils font une tournée au Royaume-Uni, j'ai l'impression qu'ils en ont fait un bon paquet dans leur carrière. Le 7 avril, Pete poste ses impressions sur l'album et ses retours sur Facebook. Je suis tellement fier d'avoir continué notre habitude de produire des albums divers et variés qui évoluent et obtiennent une plus grande valeur que la somme de leur part. Beyond the Horizon a été un sacré gros boulot. Vous imaginez même pas la quantité de paroles qu'on a dû réécrire. C'était très laborieux, mais j'ai l'impression que ça en a valu la peine et récolté les mérites. Ça a été un grand honneur de travailler brièvement avec des producteurs pareils, et rien ne pourrait désormais sembler plus dramatique et sensationnel que d'être l'un des derniers artistes à travailler et écrire avec la regrettée et très grande Natasha Schneider. En effet, celle-ci est morte peu de temps après la conception de l'album en 2008. Ces souvenirs et ceux de mes quelques mois d'été passés dans mon arrière-salle avec notre grand ami Dan Austin resteront gravés en moi pour toujours. Les gens disent qu'écouter un disque vous ramène à un endroit qui avait de l'importance pour vous la première fois. Et je pense que ce sentiment est décuplé pour moi avec ce disque pour tout le sang et les tripes qui ont été investis. Sur internet, ils continuent de poster leurs vlogs et mésaventures dans leur série Beyond Home Movies, sur la route d'une nouvelle tournée en Amérique. Où ils ont dû annuler certains concerts d'ailleurs à cause d'une panne en plein désert. Il est temps de parler des musiques que j'aime et qui ont été populaires dans cet album. En plus, cette fois-ci, il n'y a qu'une chanson bonus. Beyond the Horizon, la chanson titre, parle de désillusion, entourée de gens indifférents et avides de contrôle. Le narrateur exprime son manque d'estime de lui et son désespoir d'un monde auquel il peine à se conformer. Last Man Standing mérite qu'on en parle car, comme dit, elle est l'une des 4 chansons à avoir un clip, et vraiment bien qui plus est. Elle a aussi été utilisée dans la série The Walking Dead. Je pense que la ligne It's a Jungle Out There est une référence à la chanson de Randy Newman. Mais si, vous savez, celle du générique de Monk. C'est Pete qui a trouvé le jeu de mots amusant entre français et anglais pour Mayday. De ce que j'interprète, ça parle de la spirale infernale des addictions. Better Than Life, c'est une chanson qui a été partiellement écrite par la défunte Natasha Schneider. J'ai rien d'autre à dire sur les paroles parce que je comprends rien à ce qui se passe. Tonight the Sun Will Rise, c'est ma deuxième préférée et elle parle de la fin d'une aventure, d'une histoire avec un désir de destruction et de la création et de l'espoir qui s'ensuit. D'où le paradoxe du titre, ce soir le soleil va se lever.
I Wish You'd Fall Apart, c'est ma préférée et elle a beaucoup résonné en moi cet hiver. Il y a une idée d'espoir brisé et d'espérer que l'autre, supposément quelqu'un qui nous a blessés, tombe aussi bas que nous. Le refrain évoque le désir passif de vengeance comme un casse-tête qu'on ne saurait pas par où commencer et évoque un abandon déséquilibré avec les puissantes et poignantes lignes « Tu m'as jeté comme un sort et toi tu me manquais à mort ». Il y a une forte idée de déni et de s'abandonner à l'autre quitte à foncer les yeux fermés dans quelque chose de nocif ou dangereux. Le 2 juin 2009, ils sortent leur EP Gang Up for Info. Ce titre d'ailleurs, c'est une expression qui veut dire enthousiaste à l'idée de rassembler des informations. À ce stade, c'est une sacrée belle mise en abîme. Il contient 4 chansons, dont la version radio de The Last Man Standing, la version acoustique de Pretty Building et un remix que j'aime pas du tout de I Wish You'd Fall Apart. Il a 2 nouvelles chansons originales, Baked et Lay in the Road. Et entre nous, ça pue carrément, non ? Je veux dire pas l'EP en soi, mais la situation. Et bah croyez-moi que ça va pas s'arranger. Avant de continuer, je vais parler de Lay in the Road car encore une fois, Baked, j'ai rien compris. Elle a aussi été écrite avec Natasha Schneider, donc on peut facilement confirmer qu'il s'agit en fait d'un EP compile de chansons qu'ils ont pas sorti à l'époque de Beyond the Horizon. Les paroles que j'ai retranscrites moi-même, merci, parlent d'un gars un peu loser dans l'âme qui stagne et qui est désespéré de cette situation au point de vouloir s'allonger sur la route. Peu importe ce qu'il en suit. Le 4 décembre 2009, Pete se connecte sur Facebook pour faire un post intitulé Des nouvelles de l'album. Depuis notre dernière tournée, on a organisé un petit road trip, des vacances dans un chalet de la péninsule de Gower. Ça change brutalement de la ville, ici il y a que des moutons et des collines. Ce calme, ça te fait dire « Putain, ce serait bien que la civilisation retourne à un style de vie plus simple et en vivant comme ça. » Mais en même temps, au bout de 2 semaines, t'es comme « Putain, sortez-moi de ce trou, de ce vide. » Bon, revenons à nos moutons. On a écrit 8 chansons. Ouais, People in Planes, le 3e, va voler jusqu'à vous dans pas trop longtemps et ça va être épique. On se réunit à Zurich avec le même groupe avec qui on a fait notre première tournée en ce moment. Par contre, je pense que je suis sous acide parce qu'il y a un troll de rivière de 48 ans qui a eu les meilleures ventes au monde dans la musique. C'est plutôt grâce à la compassion des gens qu'à son talent, mais c'est quand même beau de voir que tout est possible. Le 12 mai 2010, il revient pour annoncer les dates de ce concert au Royaume-Uni et parler de cet album. On est de retour pour quelques concerts avant d'aller enregistrer notre 3e album qui a toujours pas de nom. Ça a été super intéressant à écrire, on a exploré plein de chemins différents en arrivant à un endroit nouveau. On est à fond dans The National, Falls, Ravi Shankar et les films de Woody Allen en ce moment. Je suis aussi inspiré par Henry Miller et j'ai développé une obsession maladive pour The Mighty Boosh. C'est un album nostalgique, les souvenirs peuvent te faire te sentir bizarre et c'est une partie essentielle de la vie, au point de pouvoir dire que rien ne vaut la peine sans eux. Quand les gens de ta génération commencent à faire des gosses, t'as l'impression de voir ta renaissance à travers eux. Alors, cet album parle du frisson de la jeunesse et particulièrement l'amour. Puis soudain, c'est le vide, l'abysse colossal du manque d'informations. C'est comme si le temps avait aspiré les fans, les projets, les souvenirs. De 2009 à 2012, il n'y a rien. Strictement rien, aucune info. Ou alors j'ai très mal cherché, mais j'ai rien trouvé. Ces 8 chansons qui ne verront jamais le jour. Qui sont écrites quelque part, peut-être même qui ont commencé à être enregistrées, mais dont on n'aura jamais de nouvelles. La seule poussière, le seul éclat de cet album abandonné, c'est une version live d'une chanson qui s'appelle Get on the Floor. Et même ça, je crois que c'est plutôt une chanson qui a été écrite avant Beyond the Horizon. Je ne sais pas où ni comment, mais le groupe a annoncé sa dissolution officielle à l'époque. On ne sait rien de ce qu'il s'est passé pour que ça arrive. De son côté, Pete a ouvert sa propre chaîne YouTube le 31 mars 2012. Musicalement, sa seule activité jusque-là sera une collaboration à l'écriture pour un groupe qui s'appelle Cold Specs. Et alors là, dans les commentaires, les fans spéculent. Gareth Jones aurait été arrêté à cause d'un meurtre. Ah bah non, en fait c'est des conneries basées sur un criminel qui a le même nom que Gareth. Et croyez-moi que des Gareth Jones au Pays de Galles, il y en a quand même un paquet. Ils ont même pas le même âge. Il y a quelques fans, 2 que j'ai relevés, qui disent ceci respectivement. À l'époque, j'avais traîné avec eux après des tournées et on est resté en contact avec Pete. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il était plus intéressé par les tournées ni même les enregistrements, alors il a abandonné pour devenir menuisier. Je crois qu'ils ont dit que son père était aussi menuisier ? De toute manière, comme il était devenu père quelques années avant, c'est aussi possible qu'il ait préféré se consacrer à sa vie de famille. C'est pas un pattern inconnu ou quoi du tout dans l'industrie de la musique. Je vous confirme qu'il va bien et qu'il vit au Pays de Galles. Il est un menuisier de bonne réputation et n'a aucun rapport avec quoi que ce soit de criminel. Un autre fan a demandé à Pete si Gareth et lui étaient restés en bons termes, ce à quoi il aurait répondu « Bien sûr que nous le sommes, fais ce que tu veux de cette info. » On pourrait alors se dire que c'est la fin. Mais une étincelle de renaissance pointe le bout de son nez. En 2016, après 3 ans sans nouvelles, Peter, Ian et John se sont réunis pour créer un nouveau groupe, Guide Dog. D'ailleurs, la première photo de leur retour,
Peter, cache ces gros panards! Ils ont créé une page Facebook où ils y postaient des espèces d'épisodes intitulés Who's the Guide Dog, dont je peux montrer en extrait que l'épisode 1, et je dirai à la fin pourquoi. Ils ont signé chez Hy-Vee Records et le 16 juin 2017 nous offrent leur début single, I Am the Daddy. C'est suggéré que depuis il ait eu un enfant et je me demande si ce n'est pas elle ou lui qui a désigné la pochette d'album. On dirait une attaque gratuite mais je suis vraiment premier degré. En juillet, on découvre les 10 chansons de leur album Lovely Domestic Bliss. Il contient des paroles aussi perchées et abstraites que d'habitude avec un côté cru accentué par l'absence de Gareth qui transmettait davantage de douceur et d'émotion. Bon, je pense que ça se sent, mais je suis beaucoup moins fan de ce projet-là. Les autres fans étaient contents de découvrir leur nouvelle activité et d'avoir quelques news d'eux, mais dans l'ensemble, ça marchait beaucoup moins que Peep. Pete a posté 3 clips qui respirent le fait maison sur sa chaîne YouTube pour Ego with Genitals et Generation Y, et une version solo de I Am the Daddy qui sont aux alentours de 2000 vues. Dedans, ma préférée, évidemment, c'est celle qui sonne le plus comme Peep. I was a cunt, ce titre. Elle est moins abstraite et crue malgré son titre, oui, ça parle d'utiliser et de décevoir une personne, avec ce côté un peu loser perdu qu'on retrouvait dans quelques-unes des paroles de l'époque. Le personnage dedans shift entre l'arrogance et la prise de conscience. Oh I Would Do Something parle de défier les lois avec un amour inconditionnel et aveugle envers une personne, très hyperbolique. Après cet album, qui honnêtement fait très plaisir à accueillir après un tel temps d'absence, il continue de sortir des sons comme le single Bean Juice, jus de poubelle, début décembre 2017. Entre temps, ils ont fait 2-3 concerts sous leur nouveau nom au Royaume-Uni pour 3 Peccadilles et très loin des gros festivals de leur ancien groupe. Fin décembre 2018, ils sortent un single, Deadbeats, puis un autre, Generation Y en mars 2019, et le dernier, Body Shame and the Ministry of Loneliness, dont j'aime beaucoup le titre, en juin 2019. Et depuis le dernier tweet de Pete, le 31 janvier 2020, c'est silence radio. Plus aucune activité nulle part. J'ai essayé de contacter Pierre-Paul Jacques, plutôt John Yann Pitt dans ce contexte, personne. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, j'ai écrit sans aucune réponse nulle part. À leurs anciens contacts pro comme les mixeurs, les anciens labels, et le fait qu'ils aient supprimé leur page Facebook vers 2020 n'annonce rien de bon. J'ai également trouvé dans mes recherches un fucking podcast de 1h16 avec Pete et il ne marche plus. C'est tellement frustrant. Si ça se trouve, il y aurait eu des infos incroyables dedans, mais on le saura jamais. D'ailleurs, s'il y a des gens doués avec les Lost Media et compagnie, je mets le lien en description. La page est même pas archivé, c'est juste le fichier audio qui marche plus. Mini update d'ailleurs, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il y a une personne qui m'a répondu. Je vous donnerai des nouvelles dans les commentaires et sur les réseaux sociaux où vous pouvez me suivre. C'est le mixeur de Guide Dogs qui, screen à l'écran me dit que même lui, il n'a pas entendu parler d'eux depuis 2019. Alors, ma théorie la plus probable, c'est tout simplement qu'ils ont tourné la page. Comme pour Gareth, ils ont peut-être préféré se consacrer à une vie de famille plus calme et traditionnelle, loin des projets artistiques publics. C'est aussi possible qu'ils aient été découragés par le manque de succès de ce nouveau groupe et à force d'être tout le temps ramenés à Peep, mais ça, on n'en saura rien. En tout cas, c'est sûr que je vous tiendrai informé si ça vous intéresse, si jamais par un miracle, un jour, moi ou un fan reçoit des nouvelles ou une réponse. J'ai pas l'habitude de dire ça, mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me ferait très plaisir, surtout si j'ai réussi à vous faire découvrir et apprécier l'univers musical de People in Plains. Merci beaucoup à ceux qui soutiennent mon travail, j'ai également un Instagram où je suis le plus actif et où je poste mes illustrations et créations en tout genre. Merci aussi à No Whisperer sur Reddit, à Pipservationist et Zoharid qui ont reposté des musiques inédites dont certaines trouvées par des méthodes obscures telles que sur des sites de téléchargement polonais. Ils ont contribué à maintenir cette petite flamme d'un groupe mort et enterré. À la prochaine. So, it's very unlikely that any former member of the band will listen to that outro, but still wanted to say something. Probably something you've already heard many times, but thanks for your music. Every time I find music that I adore like yours, it makes me feel alive. And it doesn't really matter if the band is no longer alive. It has gifted us so many songs that are still up to this day. Honestly, yeah, I wish I could listen and discover the lost media I found, and the 8 songs that got cancelled, all these things. If you could put them somewhere, me and the few remaining fans would be the happiest, I think. And about music, I hope you're all okay, just going on about your lives and happy. That's what matters the most. Far from people's expectations, whatever you do, I will be there. We'll support what makes you the happiest, what feels right for you, even if it implies no more music, ever.
Thank you. Some fan from France. Bah ouais, je suis encore là. Moi non plus, je sais pas trop pourquoi ni comment. J'ai laissé traîner un doc en fin d'année, pas besoin de le résumer dans une outro mélodramatique. C'est fou cette sensation de vide en m'étant intéressé à People in Planes. Ça m'a fait comme contempler une étoile qui brille encore à mes yeux mais qui en réalité n'existe plus depuis belle lurette. J'imagine que c'est signe qu'on peut retourner dans le passé mais qu'il y a juste plus personne là-bas. Je suis animé par la passion, certes, mais c'est bien la seule chose, parce qu'entre nous, quel intérêt de parler d'un groupe que tout le monde a oublié et que même les artistes eux-mêmes semblent vouloir enterrer ? Est-ce que je continue pas à m'acharner à conserver des trucs morts par simple nostalgie ou passion ? Est-ce qu'au final, ce serait pas mieux de me plier un peu ? D'enfin lâcher prise ? Ils ont tout oublié. Ils sont tous passés à autre chose. Si aisément. Pourquoi moi pas ? I hold no grudges, it's my destiny.